Alors, bonjour à tous, le chapitre du jour, l'Asie du Sud et de l'Est, les défis de la population et de la croissance. Le terme clé de ce cours est le terme de défi. En effet, l'Asie du Sud et de l'Est est une région de paradoxe qui paraît extrême en ce qui concerne sa population comme sa croissance économique. C'est la région la plus peuplée du monde et c'est le moteur de la croissance économique mondiale. C'est la région qui possède la croissance économique mondiale la plus forte. Dans le même temps, pourquoi le terme de défi ? C'est la région qui compte aussi le plus grand nombre de pauvres. Dès l'introduction, vous pouvez la situer, cette région d'Asie du Sud et de l'Est. C'est une région qui court de la Chine à l'Indonésie et du Pakistan au Japon, avec un Asie du Sud centré sur l'Inde et une Asie de l'Est centrée sur la Chine. Cette région compte des écarts de développement qui sont très importants. On peut considérer le développement comme la croissance économique liée à l'amélioration des conditions de vie d'une population, et donc le développement prend en compte à la fois population et croissance. On peut donc se demander dans quelle mesure la croissance économique permet un réel développement de la région. Et dans un premier temps, on va s'intéresser à la population de cette région, montrer que les défis en matière de population sont différents selon l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est, puis ensuite s'intéresser à cette croissance économique et montrer que la population est un atout très fort pour la croissance économique, mais dans un troisième temps, montrer que la croissance économique ne permet qu'un développement partiel de la région. Alors on commence tout de suite la première partie pour s'intéresser plus précisément aux défis en matière de population en Asie du Sud et en Asie de l'Est. D'abord, un point commun entre les deux régions. La première sous-partie, ce sont deux régions qui sont très peuplées. À l'échelle continentale, on a là la principale population du monde qui est organisée autour de deux grands foyers de population. Le premier grand foyer de population, c'est le foyer de l'Asie du Sud, qui est organisé autour de l'Inde, qui compte 1,275 milliards d'habitants. Mais l'Asie du Sud, elle est formée de l'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, du Sri Lanka. Et le deuxième grand foyer de population est centré autour de la Chine, qui, elle aussi, compte 1,3 milliard d'habitants, était au cœur de l'Asie de l'Est, formée du Japon, de la Corée du Nord, de la Corée du Sud et de Taïwan. Il ne faut pas oublier l'Asie du Sud-Est, qui est la région charnière entre l'Asie du Sud et l'Asie de l'Est, qui est aussi une région très peuplée, à l'image de l'Indonésie, qui est le troisième foyer de population. Cependant, c'est une région très peuplée, mais c'est une région inégalement peuplée. Il y a des zones, ce qu'on appelle des déserts humains, c'est le cas en Mongolie, c'est le cas dans l'Himalaya, c'est le cas en Inde, dans le désert du Thar. Mais à l'échelle même des États, on retrouve une grande diversité des inégalités de peuplement qui entraînent des défis. Et on peut prendre l'exemple de la Chine, puisque la Chine littorale est extrêmement peuplée, en particulier dans ces grandes métropoles. On avait cité Beijing, Pékin, Shanghai, Guangzhou, Canton, Hong Kong, Chengdu à l'intérieur. Mais il y a des espaces qui sont des espaces vides, très peu peuplés, à l'image de la région du Tibet ou de la région du Xinjiang, dans cette même Chine. Alors, ces inégalités de peuplement entraînent des migrations de populations importantes de l'intérieur des terres vers les métropoles et les régions littorales. Ces migrations s'expliquent par l'économie, puisque les régions les plus dynamiques économiquement sont les régions littorales et les régions métropolitaines. On peut le montrer dans un schéma centré sur la Chine. Le deuxième grand défi en matière de population, c'est celui de l'urbanisation. L'Asie est une Asie dite de mégapole, c'est-à-dire qui est formée de très grandes villes. Attention, ce n'est pas une région qui est très urbanisée. Il faut opposer une Asie de l'Est qui est urbanisée et une Asie du Sud qui est encore peu urbanisée. Mais dans les deux cas,
l'urbanisation se caractérise par des villes de plus de 10 millions d'habitants qu'on appelle des mégapoles. Alors, il faut pouvoir en citer quelques-unes: Tokyo, Séoul, Shanghai, Bangkok, Manille, Mumbai, par exemple, qui sont des exemples de ces grandes mégapoles asiatiques. C'est dans cette région que l'on compte le plus grand nombre de mégapoles au monde. Ces mégapoles ne posent pas particulièrement de défis en Asie de l'Est, mais posent de multiples problèmes en Asie du Sud. Et c'est ce qu'il faut montrer dans un deuxième temps à travers le cas de Mumbai, par exemple. Puisque dans ces grandes villes du Sud, les besoins des habitants ne sont pas satisfaits en matière de transport, avec un étalement urbain très rapide, en matière de logement. Nous avions dit que 2 habitants sur 3 à Mumbai vivaient dans un bidonville. En matière sanitaire, puisque les infrastructures en équipement d'eau, électricité ne sont pas toujours suffisamment équipées. Et donc l'urbanisation reste un défi majeur pour l'Asie du Sud, lié à la faiblesse du niveau de vie de ces régions, donc lié à des facteurs économiques. Troisième grand défi, ce sont des défis dits démographiques. 2 défis démographiques différents selon qu'on est en Asie du Sud ou selon qu'on est en Asie plutôt de l'Est plus développée. En Asie du Sud, mais aussi en Chine, on a le déséquilibre garçon-fille qui est très criant. On estime qu'en Asie, il y a un déficit d'environ 100 millions de filles. Cela s'explique par quoi? Cela s'explique par des facteurs culturels et économiques. Traditionnellement, dans les familles indiennes comme dans les familles chinoises, la fille est une charge parce qu'il faut lui donner une dot au moment du mariage et elle part vivre dans la belle famille. C'est ce qui explique qu'il y a des avortements sélectifs où on préfère avoir un garçon qu'une petite fille. Alors, on observe que plus le niveau de développement augmente, plus ce problème de déséquilibre garçon-fille diminue. Le déséquilibre garçon-fille est plus important ainsi dans le nord de l'Inde que dans le sud de l'Inde, plus développé et moins marqué par le système des castes. L'autre grand défi en matière de population, qui est lui aussi lié à l'économie, est le défi du vieillissement de la population. L'Asie du Sud est encore peu marquée par ce problème du vieillissement, car elle a une croissance démographique forte, puisque elle est toujours dans la deuxième phase de la transition démographique. Mais l'Asie du Nord, en particulier du Japon, elle a sa transition démographique achevée. Et l'indice synthétique de fécondité est tellement bas que la population ne peut pas se renouveler. Au Japon, par exemple, cet ISF est d'environ 1,7. Et donc, le Japon est confronté à un problème majeur de vieillissement de sa population, ce qui entraîne une crise économique larvée au Japon, puisque les dépenses de santé pour l'ensemble de la population, les dépenses de retraite, pèsent de plus en plus dans l'économie japonaise. La Chine a peur d'être confrontée au même problème dans les années à venir, et c'est pourquoi en 2015, elle a assoupli sa politique de l'enfant unique pour permettre un renouvellement de la population chinoise et éviter le problème du Japon, qui est un problème de vieillissement très fort de sa population. Donc on le voit, les pays les plus développés d'Asie connaissent aujourd'hui le problème du vieillissement de leur population, tandis que certains pays du sud de l'Asie, eux, connaissent ce problème de déséquilibre garçon-fille. Alors on va voir dans un deuxième temps que cette croissance économique, qui est commune à tous les pays d'Asie, même si elle est variée, elle s'explique en partie par la population. Il faut d'abord revenir sur la description de cette croissance économique. C'est une croissance économique qui est forte, mais qui est variable dans l'espace. On peut à nouveau opposer une Asie du Sud et une Asie de l'Est. C'est l'Asie du Sud qui a la croissance économique la plus forte, avec l'Inde, qui par exemple en 2015 avait une croissance de 7% par an, et en 2016 avait une croissance de 6% par an, donc encore une croissance extrêmement forte. Tandis que le Japon, la Corée du Sud, la Chine, ont aujourd'hui des croissances qui sont plus modérées. Mais cela s'explique car leurs niveaux de développement sont aussi plus élevés. Cette croissance économique, elle a beaucoup varié dans le temps. Elle a commencé au Japon dans les années 50, puis elle s'est progressivement diffusée en vol d'oies sauvages au reste des pays d'Asie par groupe de pays, au dragon asiatique qui était formé de la Corée du Sud, de Hong Kong, de Taïwan, puis ensuite dans les années 90 au tigre d'Asie, la Malaisie, l'Indonésie,
les Philippines. Dans le même temps, à l'Inde et à la Chine, qui s'ouvrent au monde dans ces années 80-90, et depuis les années 2000, au bébé tigre, en particulier le Vietnam, le Laos, le Cambodge. Donc une croissance économique progressive. Cette croissance économique, elle s'explique par les délocalisations dans le cadre de la division internationale des processus productifs et par les différences de coûts de main-d'œuvre. Puisque dès qu'un pays connaissait un développement assez élevé, il délocalisait ses industries de base dans d'autres pays où la main-d'œuvre était moins chère. Effectivement, la population des différents pays d'Asie est, quel que soit le pays considéré, un atout pour sa croissance économique. Pourquoi ? Parce que dans la majeure partie des pays d'Asie, on a une population qui est jeune, qui est nombreuse, qui est relativement bien formée. Pourquoi cette population est bien formée ? Parce que les États ont massivement investi dans l'éducation. C'est le cas en particulier de la cité-État de Singapour, qui a un système éducatif extrêmement performant, ce qui fait que sa main-d'œuvre est très diplômée et très recherchée à l'étranger, même si ce système éducatif pose des problèmes, en particulier en matière de pression. C'est la même chose en Corée du Sud ou au Japon, où le taux de suicide chez les jeunes est assez important. Mais cette main-d'œuvre a rendu ces pays d'Asie extrêmement attractifs pour les FTN étrangères dans le cadre de la DIPP, mais a permis aussi à ces pays d'Asie de développer des industries nationales propres et de développer une recherche scientifique très performante. Ainsi, la Chine, en 2003, a pu envoyer son premier homme dans l'espace, un taïkonaute. La Chine, en 2017, a inauguré un premier vol d'avions de ligne qu'on appelle le COMAC. La Corée du Sud a ses propres industries nationales extrêmement performantes, à l'image de Samsung. L'autre atout de la population pour la croissance économique, c'est le fait qu'elle est très peu syndiquée et qu'elle est très disciplinée. Il y a une culture du travail en Asie qui est forte, que l'on peut trouver au Japon, et c'est ce qui explique aussi que la population retraitée japonaise continue à travailler, parce que le travail est le lieu de socialisation. D'autant plus que les retraites sont faibles au Japon. Cette population très travailleuse peut se retrouver en Corée du Sud, par exemple. La Corée du Sud est le pays où le nombre d'heures de travail est le plus important. Donc on le voit ici que lorsqu'on est en Asie du Sud ou en Asie de l'Est, la population est un atout majeur pour la croissance, car c'est une population qui travaille beaucoup. Cependant, cette population ne profite pas toujours de la croissance. On l'a vu à travers l'exemple d'Hong Kong, avec ces hommes qui vivent dans des appartements cages, dans des lits cages, où le lit, dans un dortoir, fait office d'appartement. Ces conditions de travail sont de plus en plus décriées, à l'image de la multiplication des grèves en Chine depuis le milieu des années 2000, pour demander de meilleures conditions salariales. Cela nous amène à la troisième partie de notre cours, sur l'idée que certes, c'est une région qui connaît une croissance économique forte, mais pour autant un développement extrêmement inégal. Il faudrait revenir dans un premier temps sur les fortes inégalités de développement à l'intérieur de l'Asie. Cette Asie du Sud et de l'Est oppose finalement trois niveaux de développement différents. On a des pays du Nord qui sont des pays développés. C'est le cas du Japon, c'est le cas de la Corée du Sud, c'est le cas de Singapour, c'est le cas de Taïwan. On a aussi une Asie en développement, ou de pays émergents. C'est le cas de la Chine, mais c'est le cas de l'ensemble des pays de l'Asie de l'Est aujourd'hui qui ont un IDH qui est autour de 0,7, voire supérieur à 0,7. Mais on a une Asie qui est en retard de développement. L'Inde, pays émergent, est pour autant en retard de développement lorsqu'on regarde son IDH, et il y a même des pays d'Asie qui font partie des PMA, pays les moins avancés. C'est le cas du Laos et du Cambodge. Alors, cette opposition entre différents niveaux de développement à l'échelle de l'Asie ne doit pas faire oublier qu'à l'intérieur même des pays riches, on trouve des inégalités de développement majeures. C'est le cas dans la cité-État de Singapour, puisque un quart de la population de Singapour est une main-d'œuvre immigrée,
qui vit dans des conditions difficiles, puisque le revenu moyen à Singapour est de 36 000 dollars par an, alors que le revenu moyen de cette population immigrée est de 4 000 dollars par an. Cependant, les problèmes de développement sont particulièrement criants, on l'a dit, en Asie du Sud. C'est ce que l'on va voir dans un deuxième temps, en centrant notre analyse avant tout sur l'Inde. L'Inde est un pays en retard de développement, avec un IDH faible de 0,6 et avec un grand nombre de pauvres, puisqu'on considère que 200 millions de personnes gagnent environ 1 dollar par jour en Inde. Cependant, à l'intérieur même de l'Inde, la situation est variée selon les régions. On peut opposer une Inde rurale, en retard de développement, et une Inde urbanisée qui est plus développée, qui est proche de la situation des pays d'Asie du Sud-Est. Mais à l'intérieur même du continent, on peut aussi opposer une Inde du Nord, plutôt en retard de développement, et une Inde du Sud, qui a davantage réussi à profiter de l'insertion dans la mondialisation. Le schéma ci-dessous, qui va apparaître à l'écran, permet de montrer cette idée. Alors, quels sont les effets de ces problèmes de développement? Quels sont les effets de cette pauvreté? Eh bien, ce sont les mêmes effets que ce que l'on avait en Afrique. La malnutrition est importante. En Inde, un enfant sur 5 a des retards de croissance. La santé est un problème, avec un taux de mortalité infantile très élevé, à l'image du Népal. Les taux de scolarisation et l'analphabétisme restent importants, en particulier dans les PMA. Un autre effet de cette pauvreté, c'est le travail des enfants. C'est le continent qui compte le plus grand nombre d'enfants qui travaillent au monde. On estime, même s'il n'y a aucune statistique fiable, qu'il y a environ 100 millions d'enfants qui travaillent en Asie du Sud, en particulier dans des pays comme le Pakistan. Et donc voilà, il y a des inégalités de développement majeures qui ont des effets que nous venons de présenter. Mais dernier problème qui est lié à cette croissance économique extrêmement forte, c'est le respect de l'environnement et le problème du développement durable. Puisque cette croissance économique très forte se fait parfois sans respect de règles environnementales, mais aussi de règles sanitaires ou de règles sécuritaires. Ainsi, c'est une région qui compte un certain nombre de catastrophes industrielles ou même de catastrophes naturelles qui sont dévastatrices pour les populations. On peut penser à la catastrophe de Bhopal en Inde, qui a encore des effets jusqu'à aujourd'hui, puisque les nappes phréatiques sous l'usine chimique Union Carbridge de Bhopal sont toujours contaminées. Mais on peut penser aussi à la catastrophe plus récente de Tianjin, qui a eu lieu en 2015, une explosion à nouveau d'usine chimique dans le grand port de Pékin, qu'est le port de Tianjin, avec plus d'une centaine de morts, on n'a pas les chiffres exacts, et une opacité sur les effets de cette catastrophe. Donc là, on peut penser que cette croissance économique à tout prix se fait sans respect des populations ni de l'environnement, en particulier en Asie du Sud, mais aussi en Chine. Les situations au Japon, en Corée du Sud, sont beaucoup plus contrôlées. En conclusion, on l'a vu, cette région est une région qui, par bien des aspects, a surmonté ces défis, puisqu'elle a une croissance économique très forte, elle a eu une diminution importante de la pauvreté. Cependant, les problématiques sociales restent importantes, en particulier en Asie du Sud, qui est encore empêtrée dans une pauvreté très importante, même si elle a diminué, tandis que l'Asie de l'Est, elle, a davantage réussi à surmonter les problèmes de développement. On peut se demander si le continent africain connaîtra dans les années à venir la même trajectoire que le continent asiatique. C'était l'analyse de Jean Ping dans son livre « L'Afrique brillera de mille feux », paru en 2010.